Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Aujourd'hui, je suis avec Michael. Salut Michael. Salut. Je suis avec Sam. Salut Sam. Salut. Et je suis aussi avec Alex. Salut Alex. Salut. Ton micro c'est bien rétabli de la blessure de la semaine dernière, c'est bon, t'es Ouais, il s'est opérationnel rétabli, aujourd'hui. c'est bon. C'est parfait. Alors, chers auditeurs, on a vraiment la poisse quand même sur ce podcast parce que normalement, je dis bien normalement, notre dernière recrue du mercato d'été, Sylvain, il était prêt là, il était chaud, il était motivé. Et puis, il est cloué au lit. Là, il s'est blessé dernière minute à l'échauffement et puis malheureusement, il peut pas être avec nous ce soir. Donc, Sylvain, rétablis-toi bien et puis la semaine prochaine, c'est la bonne. Il y aura pas de chance la semaine prochaine, il y aura pas de match à débriefer, mais Ouais, c'est on trouve, on trouvera bien de quoi l'occuper s'il est présent avec nous. Allez Sylvain, rétablis-toi bien, à la prochaine. Alors, chers auditeurs, au sommaire de ce 7e épisode, donc on va faire un débriefing évidemment du match du 10 novembre 2023 contre le FC Baden à l'ESP Stadium. Et puis, nous allons nous allons continuer notre rubrique joueur de légende en abordant une deuxième légende du club de Neuchâtel Xamax. Voilà. Alors, messieurs, ce vendredi, donc Neuchâtel Xamax se rendait à Baden pour y affronter le FC Baden. Donc la dernière confrontation entre les deux équipes, on en gardait plutôt un bon souvenir, puisque ça avait coïncidé avec la promotion en Promotion League à l'époque. Si je me trompe pas, les deux équipes ne se sont pas réaffrontées depuis, puisque le FC Baden était depuis longtemps lui-même monté aussi en Promotion League, mais voilà, il avait depuis longtemps des ambitions de monter plus haut, mais ça ne s'était jamais fait, donc on ne les avait pas rencontrés. Jusqu'à Donc, septembre et voilà. la défaite. Ouais. Jusqu'au mois de septembre et la défaite à la Maladière, mais je veux dire, à Baden, il n'y avait pas eu de nouvelles Oui. confrontations. On est monté en Promotion League et Ben, eux, ils sont montés en Promotion League il y a 2 ans seulement. Pour la première c'est fois. Enfin, ça. depuis un moment. Donc, ce match de l'époque, ça reste un bon souvenir pour nous supporters, même s'il faut pas l'oublier, on avait perdu ce match. On s'était qualifié parce qu'on avait marqué un but avec la règle des buts à l'extérieur, mais le match avait été perdu en soi. Non, c'était 2-1 en prolongation. C'est ça, ouais. On avait mis un but en prolongation. On perdait 2-0 en fait après le temps réglementaire, après avoir gagné 2-0 à Neuchâtel. Et puis on avait marqué le seul but des prolongations qui nous avait qualifiés. On en reviendra un jour dans les matchs de légende, dans les confrontations de légende. Mais sinon, voilà, cette confrontation qui ce vendredi s'est achevée par une magnifique victoire 4-0 de notre équipe. Alors, vos réactions, messieurs, après cette victoire? Un peu de soulagement de gagner des points et de reprendre un peu d'avance sur les équipes de derrière. La satisfaction d'enfin gagner et puis surtout, je dirais principalement la satisfaction de la manière qui a été montrée, ça on va l'évoquer. Mais c'était plus qu'une victoire qui nous aurait déjà fait plaisir, même si elle était un peu à l'arrache. Là, c'était une très belle victoire et un très beau match. Mhm. C'est clair qu'on attendait une réaction de l'équipe et puis réaction a eu lieu. Sam, Alex, vous avez pu voir le match? Ouais, Oui. tout à fait. Ouais, j'imagine que c'était aussi un peu de soulagement qui prédominait chez vous à la fin de ce match. Ouais, ça fait du bien. Et encore, on regarde aussi les scores des adversaires. On a pris une bonne opportunité de faire les 3 points, alors que je crois qu'il y a Nyon qui a fait des points, donc on a pu bien se replacer. Oui, Et c'est puis une journée qui nous est favorable. Ouais. ouais. Et puis dans le Ouais. jeu, j'ai trouvé que c'était sympa, c'était agréable à regarder. Donc Mhm. il y a de l'espoir. Ouais. Alex? Moi, franchement, j'étais, on va dire, étonné par ce match parce qu'au vu des derniers matchs qu'on avait fait, j'étais pas dans les plus motivés à regarder le match, mais vu que le match a tourné, ça a été un très bon match. C'était agréable à regarder. Ouais. Ouais, ça c'est l'esprit de Xamcast, vous voyez, on engage du personnel qui est motivé, qui a Ah envie de ouais, suivre son club et voilà, il nous dit ah putain, j'étais pas motivé. Ça c'est l'esprit du podcast, messieurs dames. Oui, alors c'est les réactions des internautes. Donc ouais, on a Victor qui nous dit voilà les 3 points viennent enfin. Et alors il s'est trompé, Victor, si jamais il a mis Trapp. Alors Kevin Trapp ne joue pas chez nous. On parle bien de Simone Rapp et qui a fait un très bon match. Il a d'ailleurs été logiquement élu homme du match.
On a Bastien qui nous dit renouveau, cette victoire redonne confiance à l'équipe. Alors on espère, on avait déjà dit ça après la victoire contre Thun. Grégoire nous dit alors lui aussi, il a fait un petit lapsus révélateur. Il a mis un gris soulagement, mais non, je pense qu'il voulait parler de gros soulagement. J'aime bien l'idée. Ça montre bien aussi la monotonie qui s'était un petit peu installée c'était gris en ce moment chez les supporters de Xamax. Donc voilà. Joël nous dit ça fait un bien fou, belle réaction suite au match contre Ville. Béatrice qui elle nous dit pour y avoir été très très contente, très contente, elle était 3 fois contente du coup. On a fait un match complet pour une fois depuis longtemps. Et puis Thomas qui nous disait soulagé, il a fallu celle-là et avec la manière, surtout de ne pas avoir pris de but. Alors effectivement, je pense que c'était le premier blanchissage pour Guy Varche depuis la fameuse victoire contre Thun. On n'a pas eu de 0-0 dans l'histoire dans les matchs nuls. Hein. Déjà qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs nuls. On a eu beaucoup de matchs nuls en soi, mais pas beaucoup de 0-0. Et il me dit aussi, Thomas, il faut enchaîner. Alors oui, chers auditeurs, on s'excuse, on a un futur podcaster aussi en devenir qui est présent. C'est ton fils Sam, du coup, qui s'appelle Austin. Voilà, on a la présence de Austin, c'est pas Sylvain, podcaster d'ici quelques années. C'est pas Sylvain, non, désolé, on vous avait peut-être teasé sa présence, mais non, malheureusement. Donc, vous entendrez peut-être de temps en temps Austin interagir avec son papa. Et oui, donc, c'est les dérives du foot moderne, on recrute de plus en plus jeunes, que voulez-vous? Ouais, c'est ça. Ça rajoute un petit peu un côté vivant et puis authentique. Au lieu de se dire, voilà, on essaye à tout prix de le mute, bah voilà, ça fait partie aussi de la réalité. Vos podcasteurs, c'est des papas aussi, enfin, c'est un papa, du coup, Sam, donc voilà, il y a aussi cette réalité-là. Voilà, pour les réactions, Sam, tu as aussi eu quelques réactions, je crois, sur tes réseaux à toi. Exactement. J'ai Tums34, j'espère que je prononce bien, il me dit ça fait du bien. Il y a Timer94 qui dit efficacité. Il y a Alès0B, mon impression est que la victoire fait du bien avant la trêve hivernale, je pense qu'il voulait dire internationale. Ouais. Et pour le dernier, il y a Théo Guivard qui met merci les gars, on est ensemble. Oui, c'est vrai qu'on a toujours du plaisir quand on a des réactions de la part des joueurs de l'équipe sur nos réseaux. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis voilà, on salue Théo Guivard. Je ne sais pas s'il nous écoute sur ce podcast. Alors c'était pas le plus gros match à gérer pour lui. Hein. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais il a pu préserver sa cage inviolée pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Voilà. Alors. Pour le débriefing de ce match, on va peut-être commencer un petit peu par l'avant-match. Au moment où les comptes de Neuchâtel Xamax diffusent la composition, c'était un petit peu surprenant. Alors on avait eu des infos puisque Fabrice Nsakala est très très actif sur ses propres réseaux, et puis on avait eu une story qui le montrait un peu blessé. Ensuite, on avait été rassuré par le fait que le club ne l'annonçait pas lui-même comme blessé pour ce match dans la presse pour l'avant-match. Et puis au final, il a été préservé tout simplement. Fabrice Nsakala, il a pris un petit coup à l'entraînement qui n'était pas grave. Mais voilà, plutôt que de le faire jouer et puis de risquer une plus grosse blessure, on a préféré le laisser au repos, ce qui à mon avis était une bonne chose. Mais du coup, ça a dévoilé une formation un petit peu inédite. Michael, tu veux nous parler un petit peu de la formation qui nous a été concoctée ce soir-là par Uli Forte? Ouais, c'est-à-dire que déjà on a pour l'avant-match, c'est vrai qu'on voit pas le dispositif, on voit juste la liste des joueurs qui est donnée sur les réseaux sociaux. Et effectivement, en voyant les joueurs, on s'attendait déjà à ce qu'il y ait potentiellement du changement dans la composition ou un bricolage avec Amrich latéral droit. Potentiellement, c'était pas inimaginable puisque Abedini faisait partie de ce 11. Finalement, mais on pouvait aussi présager d'une défense à 3. Chacun pouvait voir la chose un peu différemment. Ensuite, le site de la Ligue, lui, a mis une composition fausse au départ avec Autier, Piston. Je pense qu'on s'est tous posé des questions à partir de là. On a. Vous savez, chers auditeurs, vos podcasteurs, on est très actifs aussi entre nous pendant les matchs. On communique. C'est aussi une manière un petit peu de nous préparer aux émissions. Et puis, on était tous là un peu. Qu'est-ce qui se passe là? Autier comme piston gauche, c'est la fausse bonne idée, quoi. Non, alors on s'attendait à ce que
à ce que ce soit potentiellement une erreur, puisque le site, c'est Ouais. pas la première fois que le site de la Ligue donne des mauvaises compositions. Mais ouais, c'est vrai que tu te dis, si c'est vrai, je sais pas qu'est-ce qui a motivé ce choix, mais c'est bizarre. Ça a évidemment pas été le cas, ça a été corrigé ensuite. Et donc, oui, on est parti plutôt sur un 3-4-3, donc avec Surdé et Atekame qui occupaient les couloirs et Del Toro Autier derrière Rapp en soutien avec avec le milieu de terrain classique Fatkic Chamrich et donc une défense à 3 Winkler, Abedini et Aerovic. Ouais, une composition position un peu surprise, mais qui répondait très très bien à l'adaptation qu'il fallait faire par rapport à la blessure d'Ensakala. D'autant plus qu'on a eu plusieurs fois ce discours comme quoi on voulait essayer d'éviter de devoir bricoler. Ça aurait été clairement du bricolage de remettre Amrich à son mauvais poste alors qu'il fait une très bonne saison au milieu de terrain. Et Mhm. à la place, on a opté pour la solution sur D à un poste qu'il connaît désormais puisque c'est là qu'il joue en équipe nationale. Ouais, c'est clair. Et puis, moi personnellement, j'étais quand même un tout petit peu inquiet parce que à peu de choses près, hein, sur le terrain après, c'était pas tout à fait ça, mais à peu de choses près, c'était un peu la composition qui avait été alignée à Sion. Alors, Nsakala était latéral gauche à ce moment-là, mais on avait une équipe très très défensive. Et puis, on avait eu toutes les peines du monde à se créer des occasions lors de ce match à Sion. Donc, je craignais de nouveau un peu qu'on ait, par obligation, finalement, avec le choix des joueurs, opté pour une version très défensive et qu'on ait un peu de la peine à se créer. Et puis finalement, il n'en a rien été. On était vraiment sur trois arrières centraux, tant en phase défensive en phase offensive. On avait déjà vu aussi Eris Abedini dans ce rôle de défenseur central, mais dans Il avait tendance à l'axial. monter. Et puis, on a pu voir lors de ce match. Alors à Sion, j'ai pas trop trouvé, mais lors de ce match, on a aussi pu voir voilà sa qualité de première passe, c'est des fois si importante pour reconstruire le jeu. Et puis défensivement dans les duels. Alors on en discutera encore après par rapport à la performance en soi du FC Baden, mais on va dire en phase défensive, nos défenseurs sont trop, n'ont pas été mis non plus soumis à une énorme pression. Donc c'était le genre de match où avoir un joueur comme Abedini dans cette défense à 3 se prêtait très bien. Donc voilà, une composition un peu inédite. Tu évoques un 3-4-3, Michael. Alors, on avait quand même Del Toro et Outi qui évoluaient un tout petit cran, mais vraiment un tout petit cran derrière Rap, mais Ils avaient aussi c'était souvent tendance pas. à former une ligne de 3. Ouais, Après c'est ça, ça. c'est Quand plus on une. attaquait, en tout cas, c'est-à-dire que quand on défendait, ils revenaient faire un peu de travail défensif, mais après, en phase offensive, ils étaient présents Oui, là où il fallait. on avait une ligne de 4 qui se formait quand on défendait, effectivement. Donc, concernant le déroulé du match, on a finalement très rapidement vu l'équipe prendre le jeu à son compte en début de match, et puis voilà, l'ouverture du score, elle a pas trop tardé. Alors, sur cette ouverture du score, moi, je me suis dit un truc tout de suite. Bon, heureusement qu'on n'est pas en Super League, heureusement qu'il n'y a pas la VAR. Parce que, alors, Jesse Autier fait un superbe travail en première intention de remise, mais la position de Simone Rapp était suspecte. On voyait pas le juge de touche sur les images télé, mais moi, j'aurais été au stade sur ce but, j'aurais tout de suite regardé le juge de touche parce que sa position était suspecte, mais ensuite, et voilà, il fait le job comme un vrai renard des surfaces, quoi. Ce qu'on On attendait a, de lui peut-être dans d'autres matchs, mais ouais, clairement, voilà. bah ça je vais l'évoquer, mais on n'a pas l'angle pour voir. Honnêtement, sur la capture d'écran de la passe exacte de Autier, j'arrive pas à me convaincre qu'il est hors jeu. Alors que Mm. honnêtement, j'aurais pas de souci à l'admettre s'il l'avait été. C'est impossible à dire sur la capture d'écran. On va faire confiance au juge de touche qui était probablement aligné, même si on le voit pas sur l'écran. Difficile à dire. C'est vraiment Ouais, la capture d'écran de l'instant instantané de la passe, c'est impossible à déterminer. Donc franchement, je suis même pas convaincu. Il y aurait eu
un check à la VAR avec on aurait parlé à l'oreillette de l'arbitre en Super League. Maintenant, est-ce que le but était hors jeu? Ça, j'en suis pas sûr. C'est un peu impossible à prouver avec la caméra Challenge League, avec une caméra unique, même si le match était télévisé, donc il y avait un peu d'autres angles, mais pas du tout un angle qui permet de déterminer s'il était hors jeu. Mais il a en tout cas, il a bien flirté avec la ligne de la défense et fait un super appel. Ça c'est clair, mais c'est difficile à dire pour ce hors-jeu. Je pense que c'est quand même Ouais. limite. S'il est pas hors jeu, en tout cas, l'appel, il est juste parfait. Il Ouais. démarre vraiment au bon moment et puis la remise d'Autier, elle est parfaite. Et puis bon, après, il y a quand même le défenseur qui revient et qui lui met un peu la pression physiquement, mais il s'impose physiquement et puis il arrive à glisser le ballon hors de portée de Spicher. C'est, ouais, good job, quoi. Ouais, c'est sur ce but, par exemple, c'est dans ces phases-là qu'on a vu tu parlais d'Abedini et de son jeu au pied. La défense centrale, on a vu il y a eu ce genre de phase où la défense centrale était très comment dire, très mise à contribution entre guillemets, dans le sens où le jeu était là, cette phase-là typiquement, on a les trois centraux qui temporisent ensemble avant qu'Airovic attende le bon moment pour envoyer un long ballon. On a joué un jeu très vertical. Mhm. Bon, il l'envoie sur Del Toro qui gagne pas son duel de la tête. En même temps, ça va être un peu compliqué. Puis Amrich gagne le deuxième ballon et puis on a Fatkic qui envoie sur Autier. Autier qui ensuite, en une touche dos au but, arrive à orienter le ballon dans la course de Rapp qui fait l'appel dans les 16 mètres et qui gagne son duel. Donc là, cette phase-là, c'était vraiment le jeu extrêmement direct. On l'a vu, ça fait une passe, le ballon qui traîne un peu au milieu et ensuite en deux passes, c'est Rapp qui se retrouve en face à face avec le gardien. Et ça a été un peu le fil conducteur de ce match-là. Nos buts, c'est surtout sur du jeu très vertical qu'on a marqué. Et ça détonne, ça fait vraiment une sacrée différence par rapport au débrief, ne serait-ce que de la semaine passée, où on évoquait nos phases de jeu longues, où on tourne autour des 16 mètres, etc. Là, on a beaucoup plus opté pour la verticalité, notamment aussi parce on attaquait en plus grand nombre. Déjà, on avait trois joueurs, donc les trois de devant, puis les pistons qui montaient très haut, et aussi le travail d'Amrich qui proposait des courses vers l'avant qui étaient dans un registre beaucoup plus offensif que son binôme Kenan Fatkic. Et tout ça va faire beaucoup plus de monde devant et beaucoup plus de solutions. Et je trouve on a fait des phases très très bien exploitées à ce niveau-là. Ouais, ouais. C'est effectivement, parce que sur ce match, c'était même pas un one shot, hein. On a eu beaucoup de moments d'occasion où on était en nombre devant. Ouais. Donc là, on ouvre le score, c'était quoi, la 14e minute, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et puis là, on s'est dit, oula, la semaine passée, contre Ville, on a 2 fois mené au score. Comment va réagir l'équipe? Comment va réagir l'adversaire aussi? Parce que Ville, la semaine d'avant, ils avaient réagi, hein, après avoir concédé des buts. Et puis, alors là, heureusement pour nous, il y a pas vraiment eu de réaction de la part de Baden. Et puis, on va dire, il y a pas eu de réaction dans les 2-3 minutes qui ont suivi l'ouverture du score de Rapp. Et puis ensuite, on est arrivé à cette fameuse 25e minute où là, on a vraiment assisté à un bijou. Un bijou de la part d'Alexandre Winkler. Pour moi, c'était surprenant que ce golasso, on peut pas l'appeler autrement, vienne de la part d'un des défenseurs centraux. On n'aurait jamais imaginé dans notre configuration d'avant que un défenseur central se retrouve en position de frappe à 30 mètres des buts de l'adversaire, prenne sa chance. C'était même impossible. On n'avait jamais vu finalement des occasions comme ça. Et puis on a sans aucun doute assisté au plus beau but de cette 14e journée de Challenge League. Même s'il y en a eu aussi un très beau à Nyon aujourd'hui, mais le plus beau but de cette journée, mais ça sera probablement un but qui sera choisi pour les plus beaux buts du mois de novembre de la Swiss Football League. Une frappe voilà, très très pure à 30 mètres des buts et puis le ballon se loger dans la lucarne de Spicher sans qu'il ait aucune chance de l'arrêter, quoi. C'était vraiment un but inarrêtable, une frappe propre, pure, enfin voilà. Un but absolument assez hallucinant, mais parce qu'en plus elle prend de l'effet, donc elle est fuyante pour Spicher, et
Ouais, un but assez improbable. Hein. C'est vrai que on peut se dire, enfin, c'était surprenant déjà de le voir tenter sa frappe. Alors, bien lui en a pris, mais c'est vrai que sur le moment, on se dit, ok, bon, il essaye, et puis finalement, elle est limpide, elle part, c'est rectiligne, ça part tout droit dans la lucarne. C'est assez, ouais, c'était vraiment improbable. Hein. Ce but-là, je sais pas si Ouais, les c'est autres ça, ont quelque chose à Alex. Je dire me sur ce souviens, but, mais en live, hallucinant. Alex, en live, t'as mentionné un certain joueur quand il a fait cette frappe. Euh, j'ai dit. Il se souvient plus. Il se souvient même pas. Un certain joueur brésilien, gaucher. Oui, Roberto Carlos. Voilà, ouais, c'était vraiment une frappe à la Roberto Carlos. Hein. C'était limpide, mais effectivement, tu le mentionnais, Michael, il allait donner un léger effet fuyant avec son pied gauche. Je pense, très très légèrement pris un peu de l'extérieur, donc elle est fuyante, c'est inarrêtable. Je pense Ouais, qu'aucun là, gardien de Challenge League l'aurait arrêté celle-là. Parce que tu pouvais pas anticiper, et puis probablement qu'il était légèrement un peu masqué par ses défenseurs aussi. Au moment ouais, où le ballon vient, c'est déjà trop tard. c'est impossible d'anticiper ça, franchement. Et ensuite, une fois que c'est parti, bah, c'est trop tard. Ouais, apparemment, le ballon a été chronométré à 98 km/h au départ de la frappe. Ouais, voilà. Donc c'est, voilà, ça veut tout dire. Donc là, à ce moment-là du match, bah voilà, on inscrit le 2-0 et puis on a finalement pas le temps de douter ou quoi que ce soit. Même les joueurs ont pas le temps puisque 3 minutes plus tard, une superbe combinaison amène au troisième but. À ce moment-là, doublé de Simone Rapp. Alors moi, je sais pas vous, mais ce but, je l'ai beaucoup aimé parce que il y a vraiment il y a de la vivacité, il y a des appels, il y a de l'anticipation. Enfin, ça commence par une très belle montée de Franck Surdé. Et puis Del Toro fait un appel très propre. Il fait un appel dans le sens inverse de la course du défenseur. Il reçoit le ballon, il fait le geste juste avec la passe en retrait. Simone Rapp est là où il faut, quand il faut. Il reprend le ballon d'une frappe limpide de son mauvais pied gauche. Et puis là, pareil, c'est inarrêtable pour Fischer. Ça va tellement vite que c'est inarrêtable. Et même c'était très difficile à défendre. Je pense qu'on fait une occasion comme ça, même contre une défense comme celle du FC Sion, on a des chances aussi de marquer des buts. C'était un très joli but aussi, ce 3-0. Alors c'est moins spectaculaire par rapport Ouais. à la frappe, mais ça l'est tout autant, je trouve, dans la construction. Mais c'est d'autant plus compliqué que l'équipe que Baden est en déséquilibre. En fait, c'est une transition. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi par rapport à ça, c'est parce que on a vu une équipe qui avait de la diversité dans ses attaques. Je parlais du coup de notre premier but où on temporise au milieu de terrain d'envoyer un jeu très direct et un but qui se fait en moins d'une dizaine de secondes alors on part d'un ballon sur un défenseur central 10 secondes auparavant. Là, c'était une excellente transition et j'ai bien aimé parce que alors en voyant le match, je me suis rendu compte que ouais on pressait pas très haut. En général, on avait tendance à jouer regroupé de manière un peu passive dans notre camp tant que tant que Baden se rapprochait pas. Il n'y avait pas un gros pressing sur le porteur et une fois qu'il commençait à entrer à l'intérieur du jeu, le pressing se déclenchait et c'est totalement sur une phase de ce genre que Surdé intercepte une passe sur le côté, avale tout l'espace sur son côté gauche et ensuite très bonne passe pour Del Toro qui la remet en une touche, il laisse un peu passer le ballon pour être orienté face au jeu. Et puis là, à partir de là, c'est complètement impossible à défendre. Tu as toute la défense qui est déséquilibrée, qui court en direction de son but. Rapp qui trouve le moyen donc d'être tout seul dans l'axe. Et ensuite, en 1 contre 1, là, il a, pour la deuxième fois de la soirée, il a réussi là où il avait eu du mal les dernières fois, c'est-à-dire il gagne ses duels. C'est vrai que c'est une excellente transition offensive et ce but m'a beaucoup plu. C'est une excellente Dans... transition parce que tout est juste. Ouais, La course de Surdé, la course de Del Toro, la course de Rapp, les passes, elles sont précises, elles arrivent dans les pieds, les appels, sont ils sont judicieux, on se dévastateurs, ils projette sont beaucoup, judicieux. on se projette à Et plusieurs puis les et il y a des gestes, solutions. Ouais, tous les gestes sont réussis. Donc c'est vrai que quand les gestes sont réussis, a priori ça amène au minimum à une grosse occasion de but parce que Spicher aurait encore pu signer un ah ouais, bien gros sûr. arrêt. Mais là, en l'occurrence, ça se termine par un but. Ouais, bah si le Donc c'est gardien te vrai fait que un moi miracle, j'ai si le gardien te fait un miracle, il te fait un miracle. Mais en tout cas, ça a été fait de manière à ce que la défense, ce soit impossible à défendre une situation pareille, parce que les Argoviens
moins de 10 secondes avant le but, était à 5, 6, voire 7 dans notre camp. Et puis c'est parti, c'était fulgurant. C'est pour ça que ce but m'a vraiment beaucoup plu. C'est clair que c'est toujours sympa les buts spectaculaires comme Winkler, mais alors collectivement j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu parce que en plus c'est différent du premier. On a vu vraiment une variété dans nos manières d'attaquer et ça nous a rendu d'autant plus dangereux. Ouais, c'était extrêmement propre. Et puis ensuite, là, on est grosso modo à la demi-heure de jeu. Le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, une ou deux incursions de Baden dans notre camp, mais rien de bien dangereux. Notre équipe continue à essayer un peu d'attaquer, mais on lève un petit peu le pied aussi. C'est clair, on avait déjà fait une grosse différence à ce moment-là. Donc les deux équipes retrouvent vestiaire avec un avantage de 3 buts absolument pas volés. Pour notre équipe, on a été supérieur à Baden à tous les niveaux sur cette première mi-temps. Moi, à ce moment-là, j'ai deux matchs qui me viennent en tête. Le premier, c'est le barrage contre Rapperswil l'année passée, puisque on avait eu une mi-temps un peu similaire, où on menait 3-0 à la mi-temps, on était largement supérieur à notre adversaire. Avec on un avait but improbable aussi. On avait un but improbable qui, sauf erreur, était aussi le deuxième. Ouais, je crois, ouais, celui de Del Toro. Ouais, de Del Toro. Enfin bon, bref, on avait un scénario un peu similaire. Et puis la deuxième mi-temps, on avait été un peu en gestion. Rapperswil avait marqué un but et puis finalement, on s'en était quand même plus ou moins bien sorti. Et puis le deuxième match qui m'est venu en tête, c'est le match de cette saison contre Haro, où on menait que 2-0 à la mi-temps, mais on avait eu le 3-0 qui était tombé très rapidement au début de Quelques deuxième secondes. mi-temps. Ouais, c'est ça. Et puis l'équipe avait ensuite reculé, et on avait énormément souffert. Donc j'étais un peu curieux de savoir quel visage l'équipe allait présenter. Alors évidemment, pas de changement de notre côté. À la mi-temps, il n'y avait absolument pas de raison de changer puisque ça avait bien tourné et puis qu'on n'avait aucune alerte physique chez un de nos joueurs. Et on a eu une équipe qui a été en gestion, mais dans une bonne gestion, puisque le FC Baden, qui lui on peut le dire, je pense sans trop rougir, que le FC Baden a fait un très mauvais match. Bon, quand tu perds 4-0 à domicile, tu peux pas dire que tu as fait un bon match, mais ils se sont pas vraiment créé des occasions. La défense n'a pas été mise sous pression. Guy Varch a pas fait de gros arrêts. Il y a eu des tirs cadrés qui sont pas passés loin, des tirs non cadrés qui sont pas passés loin. En première mi-temps, il y a une tête qui lui arrive dessus, donc il la capte bien. Et puis en deuxième, il y a une frappe que je note, c'est une perte de balle un peu reculée d'Abedini. Et puis ensuite, la frappe de Fontana, elle est dangereuse, mais elle passe à côté. Mais sinon, c'est vrai qu'ils ont rien produit de particulier. Ils ont eu beaucoup la possession de balle. Ouais, ils ont en deuxième, beaucoup tourné, mais on leur a laissé, quand même. Faut dire que c'était assez équilibré en première mi-temps. On leur a laissé, et puis voilà, et on voyait qu'ils arrivaient à rien faire. Il y avait eu une première tête de Rapp qui avait passé tout près du cadre, autour de la 55e, je pense. Ouais, sur un bon centre c'était sa 55e avec un bon centre d'Atekame. Mais finalement, le but est venu d'une même situation, mais depuis la gauche. Depuis la gauche avec un superbe ballon de Franck Surdé. Il la met de son mauvais pied, du pied gauche, mais voilà, on le disait, quand les gestes sont ratés, ça amène à rien, mais quand les gestes sont juste là, il fait le centre au millimètre. Ouais. Alors Rapp fait un appel aussi parfait, on le voit. Moi, j'ai revu le but, il lève le bras longtemps avant que Surdé fasse le ballon, mais Surdé lève la tête, il le voit, et ensuite le geste est parfait. Le centre, il arrive, on va dire, dans les 50 cm. Rapp, il aurait pu ajuster un peu, avancer, reculer, tout ça, mais il arrive vraiment dans la course. Et puis, dans ce genre de situation, on voit que Simone Rapp est très à l'aise, évidemment, avec sa grande taille. Ça n'a pas été compliqué pour lui de cadrer. C'est des situations qu'il a vécues dans sa carrière. Donc voilà, on va dire, il avait plus qu'à la mettre au fond, mais il le fait. Et là encore, triplé pour Simone Rapp, qui du coup fait directement ses 3 premiers buts de la saison dans le même match. C'est bon pour la confiance. Et là encore, une excellente transition offensive. On leur a laissé la balle. On a surtout cherché à bien bloquer les espaces quand on avait la balle, à maîtriser le jeu plus qu'à être très entreprenant. C'est logique à 3-0. Et aussi, bon, on gâche quelques actions, mais c'est pas gâcher, c'est un peu dur. Mais je veux dire, voilà, on tente certaines choses où les joueurs se font un peu plus plaisir, donc forcément, c'est voilà une mi-temps en maîtrise. Et puis là, c'est encore une fois une belle situation de transition. On voit les Argoviens, ils sont encore 6 ou 7 dans notre camp. Jampa qui tente une passe directe dans le dos d'Abedini qui intercepte la balle. Le ballon qui traîne un peu au milieu de terrain parce que les
Il y avait personne en seconde lame pour Abaddon qui se sont un peu projetés un peu tous à l'abordage. Donc Del Toro qui profite de ça pour mettre directement sur Surdé. Ensuite, lui, Surdé, à l'image du premier but, avale ouais, c'était le premier but. À l'image du premier but, avale tout l'espace dans le couloir. Simone Rapp qui est complètement laissé seul, mais encore une fois, c'est difficile de défendre dans cette situation parce que l'équipe de Baden, la défense est en total déséquilibre. Tout le monde court en direction de son but. Et vous voyez, on voit Rapp qui lève le bras depuis un moment. Surdé qui fait le centre millimétré. Et parce que il lui met dans là où il sait que Rapp sera dans 1 ou 2 secondes, hein, parce qu'il la met dans la course. Rapp est à la réception à la fin de sa course. Donc ouais, encore une transition menée à merveille. Moi, c'est vrai que ça m'a bien fait plaisir, ça. Ouais, c'est clair. Et puis, logiquement, après ce 4-0 qui a définitivement coupé l'herbe sous les pieds des Argoviens, Simone Rapp et Jesse Autier sortent, et cèdent leur place respectivement à Angelo Campos et puis à Salim Benseghir. Et ensuite, il y a aussi eu les entrées de Aliou et Saz, puis de Marin. Donc, l'équipe a changé au niveau offensif. On a continué à garder la bonne assise défensive. On a été plus proche du 5-0 que du 4-0, hein, honnêtement. Il y a Iser Aliou s'est créé plusieurs frappes non cadrées. Ben Seguir a aussi eu quelques positions qui n'ont pas forcément abouti à des tirs, mais des bonnes positions. Puis entre-temps, on n'a toujours pas vu Baden. Alors les remplaçants, du coup, n'ont pas marqué, mais ils se sont bien mis en évidence. Et puis, ça a donné une victoire au final 4-0 avec pas mal de motifs de satisfaction. D'abord parce qu'on marque 4 buts. Depuis Toon, ça ne nous était pas arrivé. Ensuite, parce qu'on n'en prend pas. On n'en prend pas, bon alors parce que l'adversaire n'était pas dans un bon soir, ça c'est clair, mais aussi il n'était pas dans un bon soir parce que on les a bien contenus, on leur a pas laissé d'espace pour créer quoi que ce soit finalement. C'est un adversaire en forme, hein, mine de rien. Ouais, c'était un adversaire en forme, ouais. Et puis, en tout cas d'un point de vue comptable. Et puis Simone Rapp qui débloque enfin son compteur. Alors on espère que c'est aussi le début d'une série de matchs à jouer parce que voilà, il est arrivé un peu blessé. Enfin, on ne sait pas s'il est arrivé blessé, mais en tout cas, au minimum, il s'est blessé rapidement après ses premières minutes à Nyon au deuxième match. Et puis ensuite, il a fait quelques entrées où il a même eu 1 ou 2 titularisations qui n'ont pas donné satisfaction, mais parce que l'équipe ne donnait pas de satisfaction. Finalement, on le voyait pas parce qu'il recevait pas de ballon, tout simplement, pas parce qu'il en a eu quelques-unes quand même. Il en a eu quelques-unes. Ça fait plaisir de voir ça fait plaisir de le voir que là, il a été tranchant parce que celle de Baden, c'était quand même une excellente occasion qu'il a gâchée à la fin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plaisir, ça peut le mettre en confiance, voilà. Parce que c'est vrai qu'il arrive, on le voit pas beaucoup parce qu'il se blesse. Ensuite, il est dans un système qui est peut-être pas tout à fait bien rodé, donc c'est aussi compliqué pour lui de s'installer. Et puis les rares occasions qu'il a, c'est pas une réussite. Là, le doute peut s'installer. Là, c'est vrai que j'espère que ça peut le libérer parce qu'il a été parfait dans ce qu'on lui a demandé de faire ce soir-là. Et ouais, nickel quoi. Là, il a eu ses occasions, il les a mises. Et puis, il a aussi été beaucoup plus facilement trouvé dans le jeu. On a aussi beaucoup voulu jouer sur lui, même en appui, pas que pour faire des centres et des duels aériens. Une prestation qui m'a beaucoup plu, moi, de Rapp ce soir, au-delà même de juste l'aspect comptable, forcément, avec un triplé. Donc ça fait plaisir. Ouais. Et puis c'est compliqué de parler de la performance de Simone Rapp sans évoquer non plus quelque part les bons matchs de Danilo Del Toro et Jesse Autier parce que ils ont donné cet appui offensif qui a manqué dans les derniers matchs. Et puis tout ça a finalement permis à Rapp d'être là où il faut quand il faut. Il a pu jouer son rôle de buteur, être dans les 16 et puis prendre des ballons qui viennent. Il en a eu 3. Enfin non, il en a pas eu 3. Il en a eu un peu plus que 3, mais en disant qu'il a eu un bon taux d'efficacité ce soir. Quand on met 3 buts, forcément. Hein, il a eu une très bonne efficacité. Aide. Mais voilà, il était là où il fallait. Et puis moi, c'est ce que j'attendais finalement de la part de l'équipe, c'est que offensivement, on en donne un peu plus, on en met un peu plus. Ouais. J'ai souvent parlé de prise de risque offensive, c'est-à-dire de tenter les courses inhabituelles, les appels un peu inhabituels, imprévisibles.
Et ben vendredi, ça a plutôt bien fonctionné, mais ce qui a surtout très bien fonctionné, tu le soulignais avant, Michael, c'était la transition. Dans ce jeu de transition, passage d'une phase défensive à une phase offensive, on a été excellent. Et puis, quand on est excellent dans ces phases-là, ben, l'adversaire ne se replace pas. Et puis, on augmente nos chances de, un, se créer des occasions, et deux, de se créer des occasions susceptibles de se terminer en but. Donc, Ouais, et puis ouais. t'évoquais du coup les matchs d'Autier et Del Toro. C'est vrai ils ont été très bons, que ce soit dans la passe, mais juste aussi par les courses qu'ils proposent. Parce que, bah, je disais au début, on attaquait avec un grand nombre de joueurs et leur simple présence dans des couloirs de jeu différents, dans des zones de jeu différentes de Rap, crée aussi de l'espace. C'est pas pour rien que Rap est trouvé seul 3 fois, quoi. Même, Mhm. même 4 avec la tête qui manque. Mais voilà, Rap a été trouvé finalement souvent seul. On peut se dire, mais tu laisses pas seul un attaquant, un avant-centre qui a quand même aussi une certaine renom en Suisse et qui, en plus, sur certains duels aériens, il est grand, tout ça, c'est sa spécialité. Tu peux pas laisser un mec tout seul, mais forcément, quand tu as des joueurs de soutien qui font les appels de balles et surtout, encore une fois, ouais, des bonnes phases de déséquilibre, c'est très compliqué à marquer enfin, c'est très compliqué le marquage d'un joueur comme ça. Et ça a été bonifié effectivement par la présence d'Autier et de Del Toro. Ouais, et puis j'ai surtout l'impression que Autier et Del Toro, ils ont reçu la consigne de bouger, bouger, bouger. Ouais. Leur position n'était pas forcément fixe, un à gauche et un à droite. Il y avait beaucoup de permutations. Del Toro, qui on est habitué maintenant à le voir évoluer sur l'aile droite, mais on l'a finalement beaucoup plus vu sur le côté gauche pendant ce match. Enfin, on l'a vu aussi sur le côté gauche. Enfin, ils avaient, en tout cas en phase offensive, passablement de liberté. Et puis c'est vrai que moi, personnellement, je demandais aussi un peu ce genre de mouvement offensif de la part de l'équipe. On devait de toute façon en produire plus pour pouvoir marquer plus régulièrement des buts, quoi. Ouais, Se créer c'est des occasions et puis marquer des buts. totalement. On a enfin apporté un peu de chaos dans cette surface et dans ces 30 mètres adverses. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, une grosse prestation dans son ensemble de l'équipe qui ben, a totalement fait éclipser l'absence de Fabrice Nsakala. Faut-il encore le rappeler, Ouais, un de nos meilleurs éléments depuis le début de la saison. Et ben voilà, finalement, on n'a pas du tout tremblé, que ce soit du côté gauche ou de manière générale en phase défensive. Donc voilà, du coup, ça pose quand même passablement de questions, mais on adore se poser ce genre de questions-là, évidemment, à la sortie d'une belle prestation qui se solde par une victoire 4-0. Que faire de, je la pose de manière un peu provocatrice, mais que faire après la pause avec le retour au jeu et en pleine forme de Fabrice Nsakala? ouais. C'est une question de riche, hein. On avait souvent des questions de pauvres jusqu'à maintenant, surtout quand on parlait des latéraux. Mais là, c'est vraiment une question de riche parce que, pourquoi se poser cette question? Parce que dans ce rôle de piston, Franck Surdé a été excellent. J'avais un petit peu peur d'un point de vue défensif. Alors, on n'a pas eu un ailier droit de Baden virevoltant qui s'est baladé sur son côté. Donc, il n'a pas non plus été mis à l'épreuve au niveau défensif, ce qui surtout lui a permis de monter beaucoup plus. Mais voilà, Franck Surdé dans ce rôle de pivot, Fabrice Nsaka, de piston, pardon, pas de pivot, de piston gauche. Qu'est-ce qu'on fait finalement pour la suite? Vous seriez Uli Forte, vous feriez quoi personnellement? En fait, la question se pose d'autant plus que je pense qu'il peut s'épanouir dans ce genre de position sur D parce que il a l'air aussi de bien intégrer les consignes parce que c'est quelque chose, c'est une position à laquelle il évolue en équipe nationale. Là aussi, il n'a pas encore vraiment eu, moi j'ai trouvé, à, à assurer le travail, un gros travail défensif dans cette position. Donc en fait, à partir de là, ça lui permet de se déployer complètement et il est d'autant plus dangereux, ça apporte d'autant plus de possibilités quand il a quand il a plus de joueurs devant lui. Donc ouais, comme en équipe nationale, la question se pose parce qu'on l'a pas encore vu dans ce registre face à effectivement une une grosse présence offensive face à lui. Mais ce serait un registre où Nsakala forcément apporterait plus de certitude à ce poste. Mais c'est vrai que
la question se pose. C'est un poste dans lequel Surdé est très bon. Peut-être qu'il pourrait jouer aussi en soutien de l'attaquant, mais cette position où il a énormément d'espace devant lui, ça lui correspond parfaitement. Il aurait peut-être pas le même, ce serait pas, il devrait proposer autre chose en tout cas si on le place à une position d'un Del Toro ou d'un Autier, parce que ouais, quand il a beaucoup d'espace devant lui, ça fait quand même des ravages. Et ça s'est vu aussi en équipe nationale, parce que la Suisse M21 a joué face à des adversaires qui laissaient le ballon à la Suisse, et dans cette configuration-là, il est très intéressant dans ce rôle de piston. Moi, effectivement, ça nous donne un petit peu à rêver d'avoir un côté gauche avec Winkler qui gère la partie vraiment purement défensive, la partie reconstruction quand on attaque par le côté gauche. Un Nsakala qui bloque le côté gauche en phase défensive. Il est très bon dans ce rôle-là, évidemment, mais qui peut se projeter beaucoup plus vers l'avant puisque il y a Winkler qui couvre derrière. Et puis encore devant, en soutien de l'attaquant plutôt côté gauche. Sur le papier, avec des performances individuelles comme vendredi, ça fait rêver, hein. Moi, je pense que Honnêtement, ça pourrait se tester. Cette adaptation, en fait, elle vient sans doute plus de l'absence de dernière minute d'Ensakala, mais de manière générale, je trouve que c'est une idée qui se creuse même avec Nsakala, en fait. Donc, ça aurait pu être un choix tactique de Forte, spontané, même avec tous les joueurs à disposition, concrètement. Et c'est pour ça que je trouve intéressant. C'est pas juste un système de bricolage. Ouais, je sais pas ce qu'en pense Alex, par exemple. Bah, pour moi, c'est peut-être un peu à l'avenir aussi, parce que du coup, Nsakala, il est non plus pas tout jeune, donc faut penser à ce poste-là. Puisqu'on continue avec cette composition-là, bah, c'est clair que si on peut aussi faire souffler Nsakala, bah, c'est plutôt pas mal. Si on fait descendre sur des, il joue plus haut le début du match, puis à la fin du match, il joue plus bas, bah, c'est aussi une solution. Après, c'est c'est aussi une vrai que, solution. On va récupérer des latéraux gauche, oui, hein, voilà, aussi. ça dépendra de ça, mais parce que Bah, typiquement, ça va être très dur pour eux d'ailleurs, hein, parce que ouais. maintenant il y a une sacrée concurrence. Hein. Mhm. Ah, c'est clair. Mais typiquement, Amoa Bank peut s'inscrire dans ce rôle de piston gauche aussi. Mais Balarouban aussi, d'ailleurs, Et hein. Balarouban, Ouais, bah la Rouban, même c'est d'autant sûr plus, que. parce que c'est Ouais. clairement là que que je veux le voir depuis un moment, parce Mhm. qu'il apportait clairement plus de garanties offensives que défensives. Et que c'était pour ça qu'il a reçu pas mal de critiques quand on le voyait jouer régulièrement. Donc ouais, Balarouban d'autant plus. On a des latéraux qui de toute façon ont en eux, je trouve, ce profil-là. Ouais. Et puis on voit que côté droite, Atekame s'est Ah, il est aussi bien capable. épanoui Ouais. dans ce rôle-là. Il est capable au niveau offensif de créer beaucoup de choses. Et puis Ouattara, on espère que son retour sera pour bientôt. Et ben, on sait qu'il a aussi les qualités offensive pour créer plus dans ce rôle de piston parce que mine de rien dans ces formations là le rôle de piston gauche à droite ce sont des rôles très exigeants, hein. Ouais. On demande beaucoup en phase offensive mais aussi en phase défensive donc c'est des joueurs qui font beaucoup d'aller-retour donc ça demande des bonnes compétences d'un point de vue physique. Mais quand on a trouvé les bons joueurs pour ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis, corollaire de ça, parce que dans cette configuration-là, tant à Sion qu'à Baden, on aurait aussi pu s'attendre à ce que ce soit Johan Epito qui soit titularisé en lieu et place d'Erissa Bedini, de manière à avoir trois vrais défenseurs centraux. Alors, je pense dans cette configuration-là, on aurait plutôt mis Epito sur la droite de cette défensive, Winkler évidemment à gauche, et puis j'aurais plus vu Ajrovic piloter la défense. Là, de nouveau, le choix de titulariser Eris Abedini, ben, sur ce match, il s'avère vraiment gagnant parce que on avait vraiment l'impression qu'Abedini, il avait ce rôle hybride entre défenseur central, mais aussi premier créateur du jeu. Ça a pu permettre à Fatkic et puis à Amrich de jouer peut-être un petit peu plus haut dans la phase offensive. Donc, les joueurs de couloir qu'étaient Del Toro et Autier pouvaient eux aussi encore monter d'un cran. Enfin, tout ça est lié, hein, finalement, avec ce qu'on disait avant. Mais, ouais, avec ce style de jeu-là, moi, j'ai du coup mieux compris pourquoi Eris Abedini a été titularisé. Parce qu'il a apporté quand même une certaine. Enfin, je l'ai pas senti peu sûr défensivement, même si Non. on le répète, il a pas eu énormément de travail comme tous ses collègues de la défense.
mais avec un apport tout de suite dans le jeu offensif. Donc, bon, on est un peu triste pour Yohan Epito qu'il ait fait les frais de tout ça, parce que moi, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup pour ses énormes qualités. Mais voilà, ça veut pas dire qu'il va plus jamais jouer. Et puis, en jouant une équipe peut-être un petit peu plus offensive, eh bien, voilà, mettre un Yohan Epito aurait peut-être plus de chance. Donc, ça nous donne de la liberté, non seulement dans le choix des hommes, mais aussi dans le fait de mieux jouer avec leur qualité. C'est clair, si Yohan Epito avait été titularisé, il n'a pas les mêmes, à mon avis, les mêmes qualités que Eris Abedini en termes de première relance. Donc, voilà. Choix Ouais, gagnant de la part d'Uli Forte. ouais, je suis d'accord, mais parce que moi, je me posais aussi cette question. Tout simplement, oui, en voyant du coup qu'on allait jouer en défense à 3, on pouvait se dire que le choix d'Epito aurait eu du sens. Mais ouais, Abedini a une bonne qualité technique et dans ces situations, moi aussi, qui m'ont pas mal plu, il y en a eu quelques-unes où la défense centrale temporisait avant d'envoyer des ballons. Eh ben, je pense que ça a aussi du sens d'inscrire Abedini dans un système de ce genre. C'était, ouais, je pense, ouais, je pense qu'il a plus été choisi pour son côté technique. Je pense qu'Epito, il sera pas non plus mis au placard, hein, mais Non, en non. tout cas, là, ça avait du sens. Ouais, ça avait totalement du sens. Donc, la semaine prochaine, pas de match de championnat vu que c'est la trêve internationale. Un match amical contre le Stade Lausanne prévu de 17 à 11 heures. Voilà. Ben, je pense que ce match ne sera pas public, mais de toute façon, un vendredi à 11 heures, c'est compliqué d'aller voir un match Non, amical comme ça. de toute façon, il est à huis clos et puis il y a Ah ouais. la prestation de Surdé le 17 avec Atekame. On espère qu'il jouera un peu. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Donc voilà, je pense que pendant ce match-là, Forte, comme pendant la dernière trêve, va donner un peu de temps de jeu aux joueurs qui en ont eu un petit peu moins. C'est pas là qu'il va refaire des tests et autres par rapport à la formation. Et puis on se réjouit de voir tout ça d'ici un peu moins de 2 semaines avec le déplacement à Chafouz qui est prévu le 24 novembre à 19h30. Donc voilà, ça clôt gentiment cette partie concernant le débriefing du match à Baden. Voilà, donc du coup, on peut passer à la deuxième rubrique qui concerne cette fois un joueur de légende du club de Xamax. Alors, très honnêtement, quand j'ai un petit peu préparé cette chronique, la première chronique, vous vous en souvenez sûrement, c'était dans un de nos précédents épisodes où on avait parlé de Rafael Nuzzolo. Quelque part, j'étais un peu gêné d'ouvrir cette chronique joueur de légende avec Rafael Nuzzolo, puisque Rafael Nuzzolo fait indéniablement partie de nos légendes. Hein, ça, c'est pas là la question. Mais j'avais aussi privilégié le côté un peu actuel, puisque on sortait tout juste de l'annonce de la retraite et du coup on arrivait à la retraite de Rafael Nuzzolo. Mais on aurait peut-être dû aussi parler de ce joueur-là pour la première rubrique joueur de légende, tant il le mérite. Donc, messieurs, je vais peut-être moins vous solliciter aujourd'hui, puisque tout simplement, on en parlait un peu en aparté. Aucun d'entre vous ne l'a vu jouer en vrai ou n'a des souvenirs de l'avoir vu jouer en vrai. Vous l'aurez compris, on va bien évidemment parler de Philippe Perret. Philippe Perret qui est une vraie légende du club. Messieurs, même sans l'avoir vu jouer, qu'est-ce que vous avez à dire concernant Philippe Perret? Ah bah moi, je connais que les chiffres où on dit on parle de tous ces matchs, etc. Donc ça C'est c'est ça, clair je que vais c'est y venir, je vais impressionnant. y venir. Et ça, je te laisserai développer. Et puis moi, je développerai un peu après quand on parlera après, une fois que une fois que tu auras fini de parler. Moi, c'est surtout l'aspect humain auquel je pense parce que je l'ai eu en tant que prof en éducation physique à l'école. Ouais. Ouais, non, non, c'est clair, on en viendra après. Donc, Alex, toi, je pense que tes parents, hein, Alex, l'ont beaucoup vu jouer Philippe Perret. Ouais, bah, mes parents, oui, mais bah, c'est un peu compliqué. Et puis, bah, C'est moi, compliqué vu que t'étais pas né, quoi. voilà, Ça va. exactement. Puis, bah, ce que je peux dire sur lui, mis à part que c'est un joueur de légende, bah, c'est tout. Y a pas, je peux pas trop en parler.
ma foi. Mhm. Je pense que les chiffres s'imposent de même. Les internautes ont aussi réagi. J'avais publié une petite story par rapport à ça. Ça donnait peut-être un indice sur la prochaine rubrique. On a le terme légende. Il revient quand même beaucoup de fois. Hein. Silvio, Julien, Ludo. C'est quand même, voilà, à mon avis, un terme qui n'est pas volé quand on parle de Philippe Perret. Et puis, on a Grégoire qui nous dit fidèle. Et on a le terme clubiste qui revient aussi. Grand homme. Et puis, on y reviendra après, Michael, parce que tu n'étais pas le seul. On a aussi Victor qui nous dit c'est mon prof de gym. Lui, c'est même Actuel. encore d'actualité, c'est ça. Donc, voilà. Travailleur de l'ombre aussi. On a Manu qui nous dit travailleur de l'ombre. Donc, voilà. Quelques chiffres, comme on l'avait fait à l'époque pour Raphaël Nunzolo. Philippe Perret, c'est 20 saisons disputées avec Ouais. un seul club, Neuchâtel-Xamax. À son actif, c'est 540 matchs à l'époque de Ligue nationale A, l'équivalent de la Super League. C'est le recordman de peu, hein. Il bat Urs Fischer, mais c'est le recordman de nombre de matchs disputés dans l'élite du football suisse. Alors, pour vous en rendre compte à quel point ce record ne sera jamais battu, probablement, ou jamais dire jamais, mais probablement, c'est l'équivalent dans le format de l'année passée de la Super League, c'est-à-dire 36 matchs par saison. C'est l'équivalent de 15 saisons complètes sans aucune blessure, sans aucune suspension. Ça donne quand même le vertige des chiffres comme ça de se dire que pour égaler Philippe Perret, un joueur devra disputer 15 saisons complètes avec le même club sans jamais se blesser et sans jamais être suspendu, quoi. Et quand on tout sait que les simplement. meilleurs maintenant partent, c'est comme ça. Ouais, c'est C'était ça. un football d'une autre époque aussi. Donc c'est clair que c'est maintenant, je vois pas trop comment ça peut être égalé, effectivement. Non, ça c'est à mon avis, c'est un record sur lequel il peut dormir tranquillement. Alors non seulement c'est le record de matchs disputés dans l'élite du football suisse, mais ce qui le rend encore plus exceptionnel, c'est que ça a été accompli au sein du même club. Donc c'est pour ça que Philippe Perret est reconnu, et bien évidemment par les supporters de Neuchâtel Xamax, mais aussi par l'ensemble des gens qui connaissent le football suisse comme voilà un vrai clubiste, un vrai amoureux du maillot neuchâtelois qui leur a porté, on peut le dire fièrement pendant toutes ces années. Au total, c'est 624 matchs disputés avec Xamax. J'y inclus là tous les matchs de Coupe de Suisse, mais aussi les matchs de Coupe d'Europe, puisqu'on parle d'une période où Xamax était régulièrement européen. Il a affronté de très grandes équipes et de très grands joueurs. On aura l'occasion d'en reparler dans notre rubrique match de légende. Et puis, il a aussi connu les joies de la sélection en équipe nationale. Il a disputé 14 sélections en tout. Alors là, il avait un poste où la concurrence était quand même relativement rude. Donc voilà, c'était déjà très bien qu'il ait pu représenter aussi le maillot de l'équipe de Suisse. Il a inscrit 27 buts avec Neuchâtel Xamax. Alors évidemment qu'il restera pas dans les statistiques par rapport au nombre de buts inscrits, mais c'était pas forcément ce qu'on attendait de lui, même si à ses débuts, vous le saviez. Alors moi, je ne le savais pas, messieurs, peut-être vous le saviez, mais Philippe Perret avait débuté en tant qu'attaquant Ah bon? au sein de Neuchâtel Xamax. Ouais, ça n'a pas duré très très longtemps. Il s'est rapidement en guillemets reconverti en milieu défensif, rôle qu'il a tenu pendant la plupart de sa carrière. C'était vraiment un pur numéro 6 comme on le baptise maintenant dans le football. Philippe Perret, c'était un petit peu je vais faire une comparaison très flatteuse, mais c'était un petit peu notre Sergio Busquets. Pourquoi j'utilise cette comparaison là? Bah déjà, tout comme Sergio Busquets, il a effectué toute sa carrière ou presque dans le même club. Il occupait ce poste de numéro 6 devant la défense, milieu ratisseur devant la défense, mais aussi parce que voilà, il a jamais non plus été considéré comme le joueur le plus talentueux ou le plus technique au sein des différentes équipes dans lesquelles il a joué, enfin de Xamax, mais les différentes versions de Neuchâtel Xamax. Il y a toujours eu des joueurs beaucoup plus talentueux, mais son apport sur le terrain était voilà, indéniable, mais surtout son apport hors du terrain, évidemment, avec une telle fidélité au club, il s'est rapidement vu confier le rôle de capitaine du club qu'il a occupé pendant des années et qu'il a très bien représenté. Pendant des années, ça a été un capitaine exemplaire sur et en dehors du terrain, dans les relations avec les joueurs adverses. Je crois que aucun joueur en Suisse qui l'a affronté ne pouvait dire moi je déteste Philippe Perret.
C'était un joueur extrêmement respectueux sur le terrain. Et puis, ça a été vraiment un magnifique représentant du maillot de Neuchâtel Xamax. Donc, il est originaire et né à Lassagne. Et puis, des fois, le destin, ça se joue à pas grand-chose parce que il devait normalement aller jouer avec le FC La Chaux-de-Fonds, qui à l'époque, dans la fin des années 70, était encore un bon club aussi du canton de Neuchâtel, qui était vraiment en concurrence avec Neuchâtel Xamax. Et puis, il avait conclu un espèce de partenariat dans lequel il pouvait faire son apprentissage tout en continuant à jouer avec le FC La Chaux-de-Fonds. Mais Gilbert Facchinetti, en fait, il a flairé le bon coup et puis il a approché Philippe Perret et puis il lui a proposé effectivement non seulement de pouvoir avoir la même offre au niveau de Neuchâtel Xamax, mais il lui a proposé tout simplement de venir habiter à la Villa Facchinetti et de faire son apprentissage. Alors je sais pas s'il l'a fait auprès de l'entreprise Facchinetti, mais ça, je pense que c'est possible puisque l'entreprise Facchinetti était active elle est toujours active dans le milieu du bâtiment, donc c'est possible que Gilbert Facchinetti ait pu proposer un espèce de deal comme ça. Et puis il a intégré Neuchâtel Xamax. Il a fait sa première apparition le 14 du 10 1978. Il est rentré en jeu. C'était un match contre Cassou. Décidément, les destins de Xamax et Cassou sont passablement liés. Et puis, pour vous donner un petit ordre d'idée, dans la formation de Xamax, ce jour-là, il y avait un certain Christian Gross et Michel de Castel qui étaient sur le terrain. Donc il est rentré pour remplacer, je ne me souviens plus qui comme joueur, mais ça c'est pas tellement important. Et puis il connaît quelques saisons, voilà, il est jeune, et puis il a un peu de peine au début à s'imposer. C'est que à partir de la saison 80-81 qu'il devient vraiment un titulaire indiscutable au sein de cette formation. Et puis là, voilà, il s'impose au sein de l'équipe et il dispute de très bonnes prestations. L'équipe commence aussi à monter en puissance avec l'arrivée de Gilbert Gress comme entraîneur. Et puis un tournant en fait dans la carrière de Philippe Perret, ça se passe le 10 avril 1986. Alors, ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est que Philippe Perret était en contact il était en fin de contrat avec Neuchâtel Xamax, et puis il était en contact très avancé avec le Servette FC. Je dis vraiment très avancé parce que il l'a avoué plus tard dans les interviews, Philippe Perret, il aurait dû signer le lendemain de ce match, le 11 avril, un contrat auprès du Servette FC. Et puis, le destin aurait décidé autrement. Alors, ça a mal commencé pour lui puisque lors de ce match, il a été victime d'un attentat de la part d'un joueur allemand, un tacle énorme qui n'a été sanctionné que d'un carton jaune alors qu'il aurait dû prendre bien pire. Et puis, il s'en est sorti sorti entre guillemets, avec des multiples fractures au niveau du tibia et péroné. Donc, il a été tenu éloigné évidemment longtemps hors des pelouses, mais dans ce contexte-là, Servette a, on va dire, assez logiquement fait marche arrière. Elle voulait pas le mettre sous contrat alors que voilà, ses premiers mois de compétition, il n'allait pas pouvoir jouer. Donc du coup, il n'avait pas eu cette opportunité-là. Et puis Gilbert Facchinetti, il a re-signé à Neuchâtel. Et puis voilà, il a jamais finalement disputé un match autre que sous le maillot de Xamax, à part ceux qu'il a disputés pour la Suisse. Donc voilà, des fois le destin, ça se joue à pas grand-chose. Et puis suite à ça, c'est les deux épopées qui ont vu les 2 titres consécutifs de champion suisse. C'est les grandes épopées européennes où on a affronté des équipes comme le Hambourg, le Bayern Munich, le Real de Madrid. Et puis lui, il a encore eu l'honneur aussi d'affronter l'Inter de Milan avec à l'époque Ronaldo. Donc le Brésilien, pas Cristiano, évidemment, pour nos plus jeunes auditeurs qui ne se rappellent peut-être pas de ce joueur-là, Ronaldo le Brésilien. Donc un grand bonhomme de Neuchâtel Xamax et puis
du football. Et puis, petit clin d'œil, un autre clin d'œil, c'est en préparant cette chronique que j'ai constaté ça, et puis c'était assez drôle. Il a disputé son dernier match le 23 mai 1998, et c'était un match à Baden. Hmm. Des fois, le petit clin d'œil du destin, Ouais. l'équipe ce vendredi s'impose à Baden. Et ce match-là à Baden, c'était le dernier de Philippe Perret, mais c'était plutôt un mauvais souvenir pour notre équipe, puisqu'on s'était incliné sur le score de 5-1. Ah oui. Donc 4 buts d'écart, voilà. quoi. 4 buts d'écart aussi, ouais. Et ça a été le dernier match de Philippe Perret qui a fait ses adieux à la Maladière quelques mois plus tard, au mois d'août, devant beaucoup de monde et beaucoup de ses anciens coéquipiers pour mettre fin, voilà, à une très très belle carrière dans le monde du football suisse, mais une magnifique carrière et un digne représentant des couleurs de Neuchâtel Xamax. Donc, ben moi, contrairement à vous, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup parlé durant cette chronique. J'ai des souvenirs de Philippe Perret, puisque comme je le disais dans la première émission, mes premiers souvenirs remontent à la saison chauffeur 91-92. Donc, je l'ai beaucoup vu jouer, Philippe Perret. Et comme je disais avant, c'était pas le plus talentueux, c'était pas forcément le joueur qu'on repérait dans le premier coup d'œil comme ça, mais son rôle était indéniablement très important. Tous les ballons passaient par lui au milieu du terrain dans la création offensive. Et puis en phase défensive, il était aussi très important. Il récupérait des fois des ballons avant même que l'adversaire se crée des occasions. Et puis, c'était un joueur très fair-play. J'ai pas ces statistiques concernant les cartons jaunes et les expulsions, mais en général, c'était un joueur qui a beaucoup évité les grosses fautes ou autres. Il avait une excellente réputation au sein des équipes adverses. Il était très respecté. Donc voilà, un très bel exemple pour l'équipe. Et puis, j'ai aussi eu dans les divers contacts et puis dans mon passé de junior du club, eu l'occasion d'être un peu en lien avec lui. Et puis c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement accessible. C'était loin d'être voilà une starlette du football. Il était vraiment toujours très accessible, toujours très gentil. Et puis voilà, c'était très agréable de pouvoir échanger avec lui, ce qui permet un petit peu de faire la transition aussi sur l'homme, sur l'être humain. Tu disais, Michael, toi, tu l'as eu comme professeur de gym. Ouais. D'ailleurs, pour finir sur l'aspect dans le football, puisque la passion ne s'arrête jamais, il est coach du FC Kaufman depuis 2 saisons. Ça se passe plutôt bien d'ailleurs en première ligue. Oui. Alors c'est vrai que j'ai pas tellement parlé de son rôle de coach, puisque très rapidement après il a été assistant d'Alain Guéguer, et puis ensuite il est parti un petit peu travailler à pas mal d'endroits différents. En vrac, il a été du côté je fais ça de tête, hein. Du coup, il a été du côté de Fribourg, du côté de Bienne, où il a été beaucoup assisté enfin accompagné de Robert Luthi. Il a été du côté d'Yverdon. Finale de Ensuite, coupe à Yverdon. il a été dans la relève xamaxienne. Enfin, il a pas quitté le monde du football très très longtemps, effectivement. Ouais. Donc voilà. Et puis, bah voilà, l'être humain, toi qui l'as côtoyé pendant une année, pendant ces merveilleux cours de gym. Ouais, bah tu parlais de l'accessibilité, c'est vrai que c'était quelqu'un d'ouvert. Hein. Moi, j'avais bien apprécié. Bon, déjà, disons les capacités pédagogiques, on va dire, et puis sinon, bah c'était ouais quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un que je trouve qui est toujours d'ailleurs, vu qu'apparemment on a un auditeur qui l'a en tant que prof, je trouve très à l'écoute, qui est très sympa, et et puis c'est une personnalité, je dirais, c'est une personnalité qu'on remarque. Ouais, il est quand même, on sent qu'il est un peu, comment dire, discret peut-être, un peu plus, parfois un peu, comment dire. Ouais, c'est une personnalité assez discrète, quoi, mais moi j'en garde de très bons souvenirs de l'humain, et c'était très sympa, et je me souviens aussi des quelques fois où on faisait du foot à la gym, où il était aussi pas mal impliqué. Ça a l'air, et c'est Est-ce un qu'il grand avait gardé le passionné. niveau au Pardon? niveau du foot? Est-ce qu'il avait gardé le niveau? Ah, il avait pas joué avec nous, il était, c'était déjà les compétences de coach qui parlaient peut-être, mais Ok. mais du coup, aussi par rapport à ça, du coup, on sent vraiment l'homme passionné.
Et forcément, hein, qu'on reste après sa carrière, qu'on reste encore dans le milieu pour évoluer dans une division amateur, mais à un bon niveau quand même en première ligue, pour rester dans le football et coacher, c'est clair qu'il faut être un grand passionné. Ouais, moi j'en garde de très bons souvenirs de l'homme. Mhm. Oui, tu mentionnais avant de nos auditeurs qui parlaient de l'avoir aussi comme prof de gym. Alors pour pas le nommer, c'était Victor. Donc Victor, on compte sur toi pour faire écouter cette chronique à Monsieur Perret. Et si c'est le cas, eh ben voilà, Monsieur Perret, en tant que fan inconditionnel au pluriel de Neuchâtel Xamax, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nos couleurs. Et puis on espère, pourquoi pas, peut-être un jour vous avoir à l'antenne de Xamcast, qui sait. Voilà. Du coup, Sam, on t'a pas entendu, c'est vrai, concernant Philippe Perret. Toi, tu as peut-être vu des matchs quand tu étais petit, mais pas plus que ça, hein. Ah, j'en ai pas souvenir, mais on en a beaucoup parlé, surtout mes parents et puis mon grand-père avec qui je suis allé au stade pour la première fois, donc c'est possible que j'ai pu le voir sur ces dernières années. Mais j'étais vraiment trop jeune pour mettre des noms sur les joueurs à cette époque, mais vu qu'ils m'ont beaucoup raconté ce qu'ils avaient vu dans les années 80, enfin c'est ça qui m'a donné un peu l'amour pour le club, donc du coup ils m'ont forcément parlé. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un que c'est comme si je l'avais vu jouer, on en parle, comme j'en parle. Puis voilà, mais j'ai pas de souvenir de l'avoir vu jouer, non, C'est vrai que malheureusement. c'est marrant, c'est vrai que moi aussi, mais du coup c'est mon père m'en a parlé quand je disais innocemment que j'avais Philippe Perret en prof de sport, sans parce que du coup je sais plus qui on m'a dit qu'il était donc joueur à Xamax, etc. Mais du coup je connaissais absolument pas l'histoire. Et ouais, du coup c'est mon père qui m'en avait parlé en disant ah c'est lui ton prof de sport, etc. C'est marrant. Mhm. Ouais, ouais, non seulement c'est un ancien joueur de Xamax, mais c'est une des grosses légendes du club. Enfin, c'est la légende du club. J'ai pas eu l'occasion de descendre dans la rue et puis de demander aux gens pour eux qui était le plus grand joueur, enfin la plus grande légende de Neuchâtel Mais Xamax, c'est mais vrai que je pense ouais je que pense que pour les 40-60 ans, ils auront en très très grande majorité répondu Philippe Perret. Ça, c'est une évidence. ouais, et puis en même temps, en plus de ça, ça correspond à une période faste pour le club. C'est en plus Mhm. de ça. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus remarquable. Je pense que ce serait le nom le plus cité. Et même pour ceux qui l'ont pas vu jouer, bon, on en a entendu parler et on sait ce que ça représente, ne serait-ce que parce que c'est celui qui a le plus porté ce maillot. Ouais, totalement. Alors, je me moquais gentiment de Sam en le surnommant le Père Castor avec sa chronique historique du club. Là, du coup, moi, je me suis senti vraiment grand-père Castor pour le coup, puisque Ah euh, là, ouais. d'évoquer un joueur que je suis le seul à avoir vu de mes propres yeux, en tout cas au sein de ce podcast, puisque je pense que Sylvain, notre blessé chronique, ne l'a pas vu non plus jouer de ses propres yeux. Non, mais là, effectivement, tu parles d'une époque où Sylvain, Alex et moi n'étions même pas des projets, donc. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Voilà, messieurs, on arrive gentiment à la fin de cet épisode numéro 7. La semaine prochaine, comme je le disais avant, pas de match à débriefer, donc il faudra que nous-mêmes, podcasteurs, nous concoctions un petit programme pour quand même occuper votre semaine. On va certainement vous solliciter pour développer certains sujets, du coup. Et s'il entend ça, il nous facilitera la tâche avec une chronique supplémentaire s'il peut mettre un triplé sur D éventuellement. Avec les Voilà, M21. c'est ça. On rajoutera une petite chronique. Ça facilite le Oui, travail. puisque voilà, nous serons présents en force Ouais. lors de ce match Suisse-Arménie, vos podcasteurs préférés concernant Xamax. À ma connaissance, on est les seuls même. Du C'est coup, possible. on sera présent en force, donc on pourra peut-être vous parler un petit peu de ce match et mettre le focus sur Zachary Atekame et Franck Surdé. On l'avait déjà fait brièvement lors de la précédente réunion de Trêve, l'équipe ouais. M21. Mais voilà, ça donne une occasion aussi d'en parler puisque ces matchs auront lieu, pour ceux qui ne le savent pas, au stade de la Maladière. Un match contre l'Arménie prévu le 17 et puis du coup un match contre la Roumanie prévu 4 jours après le 21.
toujours au stade de la Maladière, ça compte pour les qualifications de l'Euro. l'Euro. Hein, ouais, c'est l'Euro que discuteront les. Ouais, bah oui, non, l'équipe A aussi pour l'Euro des espoirs. Voilà, chers auditeurs. Ça promet. Voilà. Ouais, ça promet beaucoup, effectivement. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. Merci à vous, chers podcasteurs. Merci Alex, merci Michael, merci Sam. Avec plaisir. Et puis, bonne semaine à tous. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye. À la Ciao, semaine bonne semaine. prochaine. Bye.